Bonsoir à tous, j'espère que vous me recevez. Bonsoir, Oui, vous me bonsoir. recevez? Bonsoir, on vous entend très bien. D'accord. Je suis Ouedraogo Mamunata Nadiatou, la modératrice de cette session. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Monsieur Alban Ouedraogo, qui est un spécialiste dans l'analyse des données, un expert en IA et ambassadeur à Zindi, Burkina Faso. Donc, nous allons nous entretenir sur le thème l'IA responsable. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Monsieur Ouedraogo de se présenter et de développer le thème. Je vous demande de rester concentré, focus pour tirer quelque chose. Merci. Merci, Madame la modératrice. Bonsoir à tous. C'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Effectivement, comme la modératrice l'a dit, ce soir, nous allons discuter. Donc, c'est une discussion autour de l'intelligence artificielle responsable. Donc, je vais déjà commencer par partager mon écran. OK. L'écran est partagé, vous le voyez? Madame la modératrice, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, moi de mon côté, je vois. Super, d'accord, super, merci. Donc, avant de commencer, j'aimerais vraiment témoigner toute ma gratitude aux organisateurs de Sénat pour m'avoir demandé de développer le thème. Il n'est pas aussi Je gros. sais qu'il y a une... OK. Donc, je disais que je remerciais les organisateurs de Sénat pour m'avoir demandé de développer le thème sur l'IA responsable et éthique. Donc, c'est un thème qui est beaucoup d'actualité parce qu'aujourd'hui, il y a des théories qui disent que pour que l'IA soit adoptée massivement par l'humanité, il faut qu'elle soit responsable, il faut qu'elle soit éthique. Donc, des réflexions ont été menées, des colloques ont été organisés et des grandes lignes concernant l'intelligence artificielle responsable ont été définies. Donc, nous allons voir ces grandes lignes ce soir et par la suite, Madame la modératrice ouvrira les questions et nous allons discuter. Donc, qui suis-je? Comme elle a dit, je suis Data and AI Scientist, euh, représentant de Zindi au Burkina Faso. Zindi, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une communauté africaine de data scientists, mais pas uniquement de data scientists, tous ceux qui sont passionnés par la data et qui l'utilisent au quotidien. Donc, elle vise à résoudre les problèmes les plus urgents de l'Afrique au moyen de l'intelligence artificielle et de la science de données. Donc, nous organisons régulièrement des formations, des conférences un peu comme celle-ci pour que, pour que de plus en plus de jeunes, de plus en plus de personnes s'intéressent à la science de données. Et nous organisons, en tout cas pour ce qui est des autres pays, nous organisons aussi des hackathons où des entreprises avec des problématiques réelles viennent soumettre leurs problématiques et ces problématiques-là sont soumises à la communauté de data scientists pour qu'elles puissent trouver des solutions pertinentes. Et à la fin, les lauréats repartent avec des lots. Donc, tout le monde gagne, l'entreprise a une solution pertinente à la fin. Les data scientists ont
une problématique réelle sur laquelle ils travaillent, mais également vu que les compétitions sont internationales, donc ils ont aussi la capacité de se mettre en réseau avec les data scientists à travers toute l'Afrique. Donc, voici un peu présenté Zindi et également je suis IT au sein de Coris Bank International. Donc, ça, c'est ce qui est de ma personne. J'espère que vous reconnaissez un peu les images qui sont présentées devant vous. La première, c'est le monstre de Frankenstein. C'est une science-fiction où, en fait, on a créé un monstre à partir des morceaux de vie, bon, des morceaux humains, et on lui a donné vie, et à la fin, le monstre s'est retourné contre son créateur. Dans la même chose, dans la même lancée, on a Terminator. Terminator, pour ceux en tout cas qui sont nés avant 2000 connaissent, où les robots se sont retournés contre l'humanité. C'est la même chose également dans le cas de Matrix, où les robots, l'intelligence artificielle s'est retournée contre l'humanité. Et c'est la crainte aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, tout le monde se demande, est-ce qu'on sera capable de maîtriser l'intelligence artificielle pour ne pas qu'elle se retourne contre nous demain? Bon, j'aurais pu aller un peu plus avant en parlant même de Satan et bon, pas, bon, Lucifer et Dieu, mais bon, je pense qu'on va pas rentrer dans ce cadre-là. On va s'en tenir seulement aux films et aux science-fiction. Donc, vous voyez un peu, la crainte de l'homme, c'est que sa créature se retourne contre lui-même. Donc, déjà, toujours dans le domaine de la science-fiction, nous avons Isaac Asimov qui a écrit Le cycle des robots. Et dans le premier tome de cette série d'ouvrages qu'il va écrire, il y a déjà les trois lois de la robotique, ce qu'on appelle les trois lois de la robotique. Donc, c'était un semblant d'éthique parce que la plupart des œuvres de l'époque montraient une créature qui, à la fin, va se rebeller et se retourner contre le créateur. Mais lui, il est venu avec une autre approche qui déjà pose les bases même de l'éthique concernant la robotique ou bien l'intelligence artificielle. Donc, la première loi, c'est un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Ça veut dire que le robot ne peut pas être à côté d'un être humain en danger sans lui porter assistance. Deux, un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres rentrent en conflit avec la première loi. Et la troisième, un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Déjà, ça, c'est un peu comme les commandements, hein, de l'IA responsable dans son époque. Il faut dire que c'est un livre qui a été écrit dans les années 1950. Donc déjà, ça vous donne un peu l'idée selon laquelle c'est un problème qui était posé depuis longtemps. C'est une crainte assez vieille que, en tout cas plus vieille que notre époque contemporaine. Donc, en ce qui concerne l'IA de nos jours, c'est une innovation qui se produit à grande vitesse parce que, comme vous le constatez, chaque jour, il y a de nouveaux outils d'IA qui naissent. Il y a de nouvelles personnes qui proposent des outils pour résoudre telle ou telle problématique. C'est vrai que le boom est né grâce à ChatGPT, mais après on a vu tellement de solutions. Perplexity, AI, on a vu tellement de solutions. Aujourd'hui, on est même capable de concevoir sa propre musique juste en entrant un prompt dans une intelligence artificielle. On peut faire des vidéos sans connaître aucun logiciel de montage. Il suffit d'entrer une description et la vidéo est générée. Donc, il y a tellement d'outils et l'innovation concernant l'IA se produit à une très grande vitesse. L'adoption de l'IA est beaucoup accélérée dans les organisations parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui adoptent l'IA, que ce soit euh,
les modèles de prédiction, que ce soit euh, les, les, les chatbots. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui font du téléconseil avec des chatbots. Donc, c'est pour dire que il y a une adoption massive de l'IA par les organisations. Et au sein même des sociétés, nous avons beaucoup d'attentes concernant l'IA. Nous voulons que l'IA soit juste, qu'elle ne cause pas d'inégalité. Et nous avons enfin le gouvernement qui débattent de la régulation de l'IA parce que l'IA est tellement puissante, l'IA est tellement forte que les gouvernants pensent qu'il est bien qu'elle soit régulée. Alors, donc, si l'IA n'est pas régulée, eh bien, on peut assister à certains événements comme ceux qui se sont produits dans le passé. Ici, on a une photo de deux personnes noires qui sont identifiées par un algorithme de Google comme des gorilles. Donc, déjà, on voit un peu que l'IA peut être une continuité des biais ou des stéréotypes qui sont constatés dans l'humanité. Donc, je vous laisse la source ici pour ceux qui veulent consulter l'article. Également, il y a un algorithme de prédiction des récidives des prisonniers aux États-Unis qui condamnait plus les Noirs et les Hispaniques que les Blancs. Bon, il faut dire que ça n'a pas été fait exprès parce que les données sur lesquelles il a été entraîné contenaient beaucoup de données sur les Noirs qui récidivaient, les Noirs et les Hispaniques qui récidivaient par rapport aux autres races. Voilà. Bon, mais il faut dire aussi que c'est réel parce que euh, dans, aux États-Unis, la plupart des prisonniers, ce sont des Noirs ou des Hispaniques. Donc, cet algorithme-là a perpétué en fait le biais qu'il y avait dans les données collectées dans la prédiction. Donc, comment faire en sorte que ces cas-là ne se produisent plus? Eh bien, il y a ce qu'on appelle l'IA responsable. Mais avant de voir l'IA responsable, il faut voir déjà à qui elle est adressée. Eh bien, ce sont les praticiens qui doivent opérationnaliser l'IA responsable. Donc, les data scientists, comme beaucoup de la communauté SEINA, les décideurs qui veulent prendre des décisions commerciales en toute confiance, mais également les développeurs d'applications qui veulent également pouvoir déployer des applications sûres que les utilisateurs pourront utiliser sans méfiance. Donc, qu'est-ce que l'IA responsable? Nous allons voir qu'elle repose sur 6 principes majeurs. Le premier principe, c'est l'équité. Donc, l'équité, c'est faire en sorte que l'IA soit assez équitable pour tous les humains qui l'utilisent. Donc, que ce soit une personne, que ce soit des personnes de races différentes, de sexes différents, il faut que l'IA arrive à se comporter de la même manière et ne fasse pas de discrimination. Bon, ce sont des principes qu'on va voir plus en détail, donc là, je vais peut-être les citer. La fiabilité et la sécurité, donc faire fonctionner correctement pour les personnes et même dans les conditions pour lesquelles l'IA n'a pas été conçue. La confidentialité et la sécurité, donc il s'agit là de préserver la confidentialité et la sécurité de données dans le respect des lois. L'inclusion, il faut que l'IA soit assez accessible euh, euh, aux personnes qui, en tout cas, qui potentiellement ne pourront pas l'utiliser. La transparence, donc il s'agit ici pour l'humain de bien comprendre, bien utiliser et estimer la capacité du système d'intelligence artificielle. Et la responsabilité, c'est qu'on puisse créer une surveillance afin que les humains puissent être responsables et contrôler le comportement de l'intelligence artificielle. Nous allons voir plus en détail ces 6 principes. Donc, d'abord, l'équité. Donc, quand on parle d'équité, il faut faire en sorte que l'IA ne fasse pas de discrimination fondée sur le sexe, sur la race, sur l'orientation sexuelle ou la religion.
parce que ce sont les motifs de division actuellement. Donc, si une IA fait des discriminations fondées sur ces critères-là, on dirait que c'est une IA qui n'est pas équitable. Et comment est-ce qu'on garantit l'équité? Eh bien, c'est dans les données. Parce que l'IA ne fait que répéter les différentes configurations cachées dans les données qui ont servi à son entraînement. Euh, OK. Donc, déjà, même pour déceler les biais dans les données, il faut s'assurer que euh, toutes les composantes sont réunies. Quand je parle de composantes, c'est si, en tout cas, dans nos données d'entraînement, on a pris en compte la race, on a pris en compte l'orientation sexuelle, le sexe, euh, euh, la religion, il faut s'assurer que nos données sont assez représentatives pour ne pas qu'elles renferment des biais non décelés. Donc, les biais dans les données, ils partent de la collecte jusqu'à l'entraînement même du modèle d'intelligence artificielle. Le samedi, avec Amon, on a rencontré quelqu'un qui bossait sur un modèle de prédiction de l'état mental des femmes. Et tout de suite, ça m'a fait poser des questions. Je me suis dit, bon, comment s'est passée la collecte des données? Comment s'est passée la collecte des données et tout ça? Mais figurez-vous, si nous, par exemple, on décide de créer un modèle qui va pouvoir prédire l'état mental des femmes mères, par exemple. Voilà, des femmes mères. Donc, toute femme qui a au moins un enfant, on veut comprendre son état mental et prédire en fonction peut-être des caractéristiques, en fonction de son âge, en fonction de la situation qu'elle vit, en fonction du nombre d'enfants qu'elle a, en fonction de si elle a un travail ou pas et tout ça. Donc, imaginez que, on conçoit notre formulaire d'enquête, on recrute des agents enquêteurs, on les déploie sur le terrain et un jour de travail, ils vont dans les ménages pour aller questionner les femmes. Déjà, quelles sont les femmes qu'ils vont trouver chez elles? Ce sont les femmes au foyer. Ce sont les femmes au foyer qu'ils vont trouver chez elles. Donc, les femmes mais qui ont un travail ne seront pas à la maison un jour de travail et sûrement qu'ils vont aussi rater, par exemple, les, les mères célibataires. Parce qu'une mère célibataire, si elle est seule à s'occuper de son enfant et qu'elle doit travailler, ben, si vous venez un jour de travail à la maison, ce n'est pas évident que vous allez l'avoir. Donc, imaginons qu'on collecte uniquement ces données-là et puis on fait notre modèle. Donc, déjà, il y a un biais au niveau de la sélection parce que notre échantillon n'est pas représentatif. On n'aura que les femmes mères au foyer. On n'aura pas les femmes mères mariées mais qui ont un travail. On n'aura pas les femmes célibataires qui s'occupent elles-mêmes de leurs enfants. Donc, sûrement ce jour-là n'étaient pas à la maison, par exemple. Un autre biais, par exemple, c'est si dans notre formulaire, par exemple, pour collecter les informations sur la situation matrimoniale, nous, on ne met juste que célibataire et marié dans le formulaire. C'est-à-dire, il y a deux choix, célibataire et marié. Donc, les femmes divorcées, on ne va pas les prendre en compte. Les femmes veuves, on ne va pas les prendre en compte. Et c'est ce qu'on appelle le biais de mesure. C'est-à-dire que les outils utilisés pour mesurer les caractéristiques de notre échantillon ne sont pas exhaustifs et excluent une partie de la population. Donc ça, c'est le biais de mesure. Le biais algorithmique, par exemple, c'est le biais qui est dans l'entraînement même du modèle. Donc, en fonction de la configuration de nos données, il y a des modèles, il y a des algorithmes de machine learning qui sont plus adaptés par rapport à d'autres. Donc, on suppose encore, toujours dans notre exemple,
qu'on a réussi à collecter les données sur ces femmes-là et que sur 10 000 femmes interrogées, il n'y a que 500, par exemple, qui déclarent avoir un état mental, on va dire, instable, si vous voulez. Donc, 500 sur 1000. 500 sur 1000, je ne sais pas ça fait combien, mais je pense que ça fait 5%. Non, 500 sur 1000, ça fait, non, ça fait 50%, mais plutôt, si on a collecté 10 000 et que sur les 10 000, on a 500 qui ont un état mental instable. Donc, ça va faire 500 sur les 10 000, ça fait 5%. Si vous développez un modèle d'intelligence artificielle et que vous regardez uniquement certaines métriques, vous allez voir que votre modèle de prédiction est précis à hauteur de 95%. Et vous allez vous dire que c'est bien. Voilà, parce que prédit 95%, c'est assez bien quand même comme score. Mais là, non, parce que euh, dans votre échantillon, vous avez 95% des femmes qui ont déclaré ne pas avoir un état mental instable. Donc, si vous regardez uniquement certaines métriques, vous allez perdre en fait l'information et vous allez penser que vous avez un bon modèle alors que vous avez un modèle qui fait de la discrimination. Donc, il est important, en fonction de l'équilibre des différentes classes, de savoir quel algorithme utiliser. Donc, nous allons avancer. On m'avait donné 30 minutes pour la présentation. Je pense que je vais un peu déborder. Donc, le deuxième principe, c'est la fiabilité et la sûreté. Donc, ici, il faut que les IA soient capables d'être assez robustes, fiables et sûrs, résistants à la manipulation. Si je prends par exemple ChatGPT, aujourd'hui, vous savez que dans les chatbots, dans les IA génératives, il y a ce qu'on appelle les prompts. Donc, les prompts, c'est là de questionner, en fait, l'IA, lui poser une question pour qu'elle puisse retourner un résultat. Mais dans toutes ces IA génératives-là, il y a ce qu'on appelle les pré-prompts. Donc, ce sont des instructions cachées qui sont placées à chaque début de prompt pour conditionner le fonctionnement de l'IA. Et pourquoi c'est caché? Parce que justement, on ne veut pas que l'utilisateur puisse le savoir, puisse savoir comment l'IA est censée fonctionner. Sinon, il peut lui faire des instructions contraires et l'amener à agir comme il veut. Aujourd'hui, ChatGPT, lorsque vous mettez un contenu violent, il ne va pas vous répondre ou bien il va vous dire que c'est violent. Quand vous mettez un contenu à caractère sexuel, il va vous dire que ce contenu-là est à caractère sexuel, donc il ne peut pas le traiter. Et tout ça, pourquoi? C'est parce qu'on a mis des pré-prompts. À l'avant, on lui a dit que lorsque l'utilisateur va poser telle ou telle question, soit tu réponds poliment, en tout cas, réponds toujours poliment, et si, par exemple, on te pose une question dont tu n'as pas la source, il faut dire clairement que tu n'as pas la source. Vous voyez, ça, ce sont des pré-prompts. Mais si l'utilisateur arrive à faire ce qu'on appelle du jailbreaking, donc à casser l'IA, à casser ces pré-prompts-là, il pourra lui faire ce qu'il veut. Et c'est ce qu'on veut éviter. Donc, c'est là où on parle de fiabilité et et de sûreté. Également, le troisième principe, c'est la confidentialité et la sécurité. Donc, protéger les systèmes d'IA contre les menaces de cybersécurité. En tant que data scientist, supposons que vous avez fini de développer votre modèle, vous l'avez entraîné et tout, il est performant, et quelqu'un arrive à pirater votre système et à modifier les différents poids de votre modèle de deep learning. Vous voyez ce qui peut se passer. Parce que l'IA a appris ces poids-là avec l'entraînement sur des données. Donc, si quelqu'un arrive à modifier ces poids sans que vous ne sachiez, il va modifier le fonctionnement ou bien en tout cas la prédiction, le fonctionnement de votre IA. Donc, c'est très important de garantir la sécurité de votre IA, mais également la confidentialité. La confidentialité se rapporte à la vie privée. Donc, il faut s'assurer que les données qui ont été utilisées pour entraîner cette IA-là ne vont pas fuiter lorsqu'on devra l'utiliser. Donc, ça passe par la sécurité sur le stockage, ça passe également par la sécurité dans la collecte. Donc, en tout cas, tout ce qui est
sécurité et confidentialité. Il faut s'assurer que c'est au plus haut niveau possible afin que l'utilisateur ne soit pas exposé. L'inclusion, comme on l'a dit, l'IA doit être accessible à tous les humains. Je pense que chez nous, nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir parce qu'au niveau de l'inclusion, concernant l'Internet aujourd'hui n'est pas assez inclusif, donc n'en parlons même pas de l'IA. Il y a des zones au Burkina Faso où il n'y a pas d'électricité, n'en parlons même pas d'Internet, n'en parlons même pas d'intelligence artificielle. Et c'est un combat de faire en sorte que l'IA soit accessible à tout le monde. Mais là où on peut agir, là où nous on peut agir en tant que professionnel de l'intelligence artificielle, par exemple, c'est de permettre que la maman qui ne parle que le moré ou le djoula ou le fulfulde puisse également utiliser ChatGPT, puisse également utiliser les outils d'IA. Et c'est là où on parle d'inclusion. C'est là où on parle d'inclusion. Qu'est-ce que nous on fait pour que nos langues aussi soient utilisées pour pouvoir utiliser l'IA? Donc c'est là où on parle d'inclusion. La transparence, la transparence ici, c'est fait pour en tout cas mettre l'utilisateur en confiance. Parce que si on a un algorithme qui prédit, je suppose, par exemple, on prend un algorithme qui prédit, qui prédit l'orientation scolaire d'un élève en fonction de ses résultats. Eh bien, si l'IA prédit que moi je dois aller faire philosophie et que c'est ça qui est bien pour moi en fonction de mes notes, il doit me dire pourquoi il dit ça. Il doit me dire bien quelles sont les matières sur lesquelles j'ai excellé pour qu'il pense que moi je suis bien pour aller faire philosophie par exemple. Voilà. Donc c'est là où on parle de transparence, où on parle d'explicabilité. Il faut que l'IA soit assez explicable pour que l'utilisateur final puisse la comprendre facilement. Et la responsabilité, enfin, qui, ici, on veut rendre ceux qui vont développer les systèmes d'IA assez responsables parce que si votre IA contient des biais, donc vous voyez par exemple Google qui a prédit que ces deux personnes-là étaient des gorilles, eh bien Google est responsable de son algorithme. C'est elle qui n'a pas su bien entraîner son algorithme avec les bonnes données, avec les bonnes métriques, avec le bon algorithme. Donc, ici, on parle de responsabilité. Et là, c'est les data scientists, les développeurs, ceux qui pratiquent la, la data et qui sont à même de déceler les différents biais de leur intelligence artificielle. Donc, c'est juste pour dire que lorsqu'on déploie un outil d'intelligence artificielle, il faut qu'on ait à l'esprit que nous sommes responsables des dérives qui peuvent survenir dans l'utilisation de notre outil. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut que nous soyons formés à l'IA responsable, qu'on puisse l'intégrer dans nos développements, dans nos process internes, et que ce soit une culture même d'entreprise afin de délivrer des solutions d'IA qui sont empreintes d'éthique et de responsabilité. Donc, me voici au terme de ma présentation et je vous remercie pour votre attention. Madame la modératrice. Bien. Merci à vous pour ce temps de partage. On va passer à la phase des questions. Est-ce qu'il y a-t-il des questions? Vous pouvez lever la main, activer le micro, parler. Dans le cas contraire, il y a le chat qui est là. Y a-t-il des questions?
Madame la modératrice, est-ce qu'il y a des questions? Je vois pas de main levée. Ok. Dans le, je vois pas de main. Ok. Il y a une question. Dans le chat, il y a Monsieur Armand qui demande, on peut revenir sur le biais algorithmique. Ok. Merci, Monsieur Armand, pour la question. Ok, le biais algorithmique. Le biais algorithmique, donc le cas que j'ai pris, par exemple, si on a 5% de femmes qui déclarent avoir un état mental instable, donc on aura 95% de femmes qui n'ont pas un état mental instable. Donc, si on fait un algorithme qui prédit à 95% si une personne a un état mental, si une femme célibataire, bon, si une femme mère plutôt, a un état mental instable et qu'on se fie à 95%, eh bien, on n'aura pas les bonnes métriques pour évaluer notre modèle. Donc, on peut dire qu'il est bien, mais notre modèle a beaucoup de biais parce que les données sont déséquilibrées. Vous avez 5%, 95%. Les données sont déséquilibrées. Donc, il y a plusieurs techniques pour essayer de d'équilibrer ces données-là afin d'avoir des modèles qui sont un peu plus équitables. Mais ces méthodes ont chacune des inconvénients et des avantages. Par exemple, la première méthode, c'est de faire du oversampling. Le oversampling, c'est-à-dire qu'on va augmenter la classe minoritaire, c'est-à-dire les femmes qui ont déclaré avoir un état mental instable. On va augmenter artificiellement leur nombre pour qu'elles puissent atteindre, par exemple, 10 000 aussi, et puis entraîner maintenant le modèle. Il y a ce qu'on appelle le undersampling. Donc, on va diminuer la classe majoritaire, donc les 10 000, pour les ramener à 500, pour qu'on puisse avoir 500 de chaque classe. Mais vous convenez que, par exemple, dans le deuxième cas, on perd de l'information parce qu'on va réduire les données de 10 000 pour passer à 500. Dans le premier cas, on va augmenter les 500 pour passer à 10 000, mais ce qu'on va faire, on va répéter certaines données. Donc, on va répéter les 500 plusieurs fois pour atteindre 10 000. Donc, au final, on n'a pas gagné une nouvelle information, on n'a fait que répéter l'information pour pouvoir entraîner notre algorithme. Bon, chaque méthode, comme vous le voyez, a des avantages et a des inconvénients. Donc, ça dépend donc, ça dépend de celui qui est en face de la problématique. Mais également, il y a des algorithmes qui sont plus tolérants au déséquilibre des classes. Si on prend par exemple le Random Forest, qui est assez tolérant au déséquilibre des classes, il y a certains algorithmes qui ne sont pas tolérants. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des classes qui sont déséquilibrées, eh bien, les prédictions ne sont pas très bonnes. Donc, voici ce que je peux dire par rapport au biais algorithmique. D'accord. Monsieur Armand, c'est bon. Euh, oui, je voulais rebondir sur la réponse que vous permettez. En fait, je comprends mieux maintenant. Donc, je comprends bien le biais, le biais algorithmique fait référence en fait au type d'algorithme utilisé pour le traitement de données. Selon que certains algorithmes, en fait, ne sont pas efficaces quand on a affaire à des échantillons faibles, en fait, ou à une classe sous-représentée, tandis que d'autres sont plus efficaces et c'est à ce niveau que le choix doit être judicieux. C'est ce que je comprends. Parce que, en fait, normalement, si je dis que j'ai une représentation de 5% et que mon échantillon est bon, puisque j'ai un échantillon sur 10 000, j'ai 500, la taille de mon échantillon est significative, en fait. Elle est assez grande, en fait. Et quand je donne la réponse, quand je dis oui, euh, je peux forecast, je peux prédire. Quand je donne ma prédiction, c'est avec ma marge d'erreur, marge d'erreur. Tu vas dire que
résultat est valide à 95. Je l'ai perdu. Je ne sais pas si. J'ai bien compris. On vous a perdu vers la fin. Je ne sais pas si vous OK, pouvez reprendre. OK. Donc, Oui. je disais que quand, normalement, quand je fais un modèle, il y a quelqu'un qui a un micro ouvert, c'est peut-être ça qui fait que on n'entend pas. Vraiment. Peut-être si on peut demander à Monsieur Yoli de fermer son micro. Voilà. OK. Donc, je disais, dans l'exemple qui avait été donné, on a pris notre échantillon de 10 000, on a trouvé 500, soit une représentation de 5% en fait dans notre échantillon. Mais moi, en fait, compte tenu que l'échantillon est suffisamment grand, donc en fait mes données sont relativement bonnes, en fait, et ma prédiction est relativement bonne, seulement que c'est une prédiction à 95% et non à 99% par exemple. Donc, pour moi, de ce fait, je comprenais qu'il n'y avait pas de biais algorithmique, mais plutôt que le biais algorithmique se situe selon le type d'algorithme utilisé pour le traitement de données, selon que certains sont plus sensibles quand l'échantillon est faible par rapport à d'autres. Je ne sais pas si c'est ça. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. C'est dans le choix de l'algorithme, en fait. OK. Hmm. D'accord. On voit que Monsieur Lionel a la main levée. Il a la parole. Ah, Monsieur Lionel, vous êtes là. j'avais une question. Merci, Monsieur Drago, pour la présentation sur l'IA responsable. Moi, j'avais une question liée à l'IA ici au Burkina Faso. Vu que nous avons des problèmes d'infrastructure et d'accessibilité aux données, comment, au fait, on peut être en mesure de concevoir une IA responsable? D'accord. Donc, vu qu'on a des problèmes d'infrastructure au Burkina Faso et de collecte de données, comment on peut développer une IA responsable? Je pense que la question même, c'est comment on peut développer une IA tout court. Parce que si on n'a pas de données, si on n'a pas d'infrastructure, comment on peut développer une IA? Euh, bon, déjà, il faut pas toujours s'attendre à ce que les données soient disponibles. Il faut souvent aussi aller les collecter. C'est vrai qu'en fonction de la problématique, il peut être difficile de collecter certaines données, surtout sans grands moyens, mais les données ne seront pas toujours collectées pour nous. Les données sont là. Elles, elles attendent seulement d'être collectées. Donc, c'est à nous d'aller chercher l'information, c'est à nous d'aller collecter les données. Maintenant, l'infrastructure. L'infrastructure, ça, c'est un problème assez on va dire assez important parce que généralement l'infrastructure, en tout cas si c'est au niveau étatique, donc au niveau du, du gouvernement, le gouvernement normalement doit avoir des infrastructures pour développer des IA pour le public. Mais si c'est des privés, il y a des solutions, il y a le cloud, donc vous pouvez louer euh, de la puissance de calcul et puis entraîner vos modèles. Donc, pour ça, ça suppose que vous avez déjà collecté vos données et que c'est la puissance de calcul qui vous manque. Vous pouvez, il y a des offres sur Internet. Il y a Google qui propose des GPU pour ceux qui veulent faire des modèles de production graphique et tout ça, ou bien en tout cas des modèles assez lourds. Donc, il y a les GPU, sinon des CPU, souvent même font l'affaire. Il y a, je crois aussi, il y a Anaconda
qui propose de la puissance de calcul qu'on peut louer pour pouvoir entraîner ces modèles. Donc, je pense qu'en fait, la question même, c'est comment développer des modèles d'IA, pas forcément responsables, quand on n'a pas de données et quand on n'a pas d'infrastructure. Bon, si la question était plus précise, peut-être que j'apporterais plus de précision. Allô, je ne sais pas si le monsieur qui a posé la Oui. question est là. Non, oui, Monsieur je vous Lionel, reçois. Oui, je vous reçois. Ok, c'est bon? Ou Oui, bien vous oui, ça avez... fonctionne. Elle a C'est repris bon. sa mission. Ok, Oui, merci super. beaucoup. Ça marche, merci bien. autre question. Frère, je vais Je bien, voyais toi. monsieur Chris lever la main. Est-ce que vous avez une question? Mhm, mhm, mhm. Ok. On va repartir dans le chat. Il y a HP qui demande, Ouais, s'il te plaît. il dit, je voudrais demander si certaines dérives ne sont pas dues également au comportement des personnes ayant renseigné les données sur lesquelles l'IA a été Mhm, entraînée. Bon, est-ce que vous c'est pouvez ça. reprendre? Bon, vu qu'il y a une personne qui parle en fond, il y a des mots qui m'ont échappé. Ok. Bon, j'ai trouvé une question. Mais je vois qu'il y a monsieur en ligne qui demande est-ce qu'il serait Merci. possible que vous donniez des pistes de recherche en IA et cybersécurité? Oh, des pistes en lien avec l'IA et cybersécurité. Oui. Des pistes, comment? Des pistes pour résoudre quelque chose. S'il peut apporter un peu plus de précision. Monsieur Yonli. Oui, monsieur Marie. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Bonsoir. Yonli. Merci en fait pour votre présentation vraiment qui était nette et claire. Merci, je vous remercie. Ok. Au fait, j'envisage en fait des recherches en fait qui vont allier en fait IA et cybersécurité. Pour être plus précis en fait, l'idée en fait c'est de développer une IA qui va permettre par exemple de détecter en fait avec une précision quand même assez élevée les ransomware par exemple. Ok, ok. Bon, ça, c'est un domaine où je ne m'y connais pas beaucoup. Les ransomware, bon, la cybersécurité aussi, hein. Je ne me connais pas beaucoup, mais ce que je sais, c'est que les outils de cybersécurité qui utilisent l'IA, les règles ne sont pas codées en dur. En fait, puisqu'avant, dans ces logiciels-là, les règles étaient codées en dur, c'est-à-dire que, en fait, c'est des algorithmes traditionnels. Mais aujourd'hui, ce sont des réseaux de neurones, donc qui analysent en fait l'activité de tel programme ou bien de l'utilisateur et qui, en Mhm, fonction d'un modèle entraîné, est mhm, capable de prédire si c'est une opération douteuse ou pas. Donc, il y a déjà une phase d'entraînement. Ça suppose que vous avez déjà les caractéristiques du fonctionnement des ransomware, comment généralement ça se comporte une fois que c'est installé sur un ordinateur. Et vous allez entraîner un modèle à pouvoir détecter ça. Une fois que c'est bon, maintenant, vous allez passer à la phase de test. Donc, vous allez prendre des ransomware que votre modèle n'a jamais vu et demander est-ce que c'est une activité suspicieuse ou pas. Bon, suspecte. Je sais pas si c'est suspicieux ou suspect. Bon, bref, suspecte ou pas. Voilà. Et une fois que vous avez de bons scores maintenant, on peut dire que vous avez euh, une bonne solution de détection des ransomware. Ok, vraiment merci. Merci pour ces idées en fait vont vraiment me permettre d'avancer en fait dans mes recherches. Encore merci pour la présentation. Je vous en prie, merci. On a HP qui dit, je voudrais demander
si certaines dérives ne sont pas dues également au comportement des personnes ayant renseigné les données sur lesquelles l'IA a été entraînée. Oui, oui. Par exemple, si on prend notre cas où on est allé poser des questions à des personnes humaines qui peuvent mentir ou ne pas mentir. Par exemple, elle peut avoir 5 enfants et dire qu'elle a 3 enfants. Elle peut subir une dépression et dire qu'elle a un état mental assez stable. Donc, en fait, quand c'est l'humain qui renseigne, on peut ne pas se fier à 100%. Mais par exemple, si vous faites une IA sur, par exemple, euh, les patients, voilà, les patients, vous voulez prédire, par exemple, le taux ou bien en tout cas le risque de récidive. Bon, je ne sais pas si on peut dire ça récidive, mais le risque de rechute, par exemple, des patients atteints de diabète, par exemple. Donc, vous voulez savoir, est-ce que un patient qui a été admis à l'hôpital pour cause de diabète, à sa sortie, est-ce qu'il risque de faire une rechute, par exemple, dans les 15 prochains jours? Bien, comme c'est des données de santé, généralement qui sont validées par les médecins, on peut se fier à ça. Mais sinon, si ce sont des données où on est parti collecter, faire du porte-à-porte, ou bien en tout cas des agents enquêteurs sont allés se promener dans la ville de Ouagadougou et puis ont vu des personnes comme ça et puis les ont interrogées, on peut se dire que ces personnes-là ne seront pas sincères. Voilà, donc je me dis que ça dépend de la façon dont on a collecté les données, ça dépend de qui a renseigné aussi ces formulaires-là. Madame la Monsieur, modératrice, oui. ok. On a Abdelkader Razak. Mhm. Quels sont les principaux défis éthiques posés par l'utilisation de l'IA dans le domaine de la santé, surtout en ce qui concerne la confidentialité des données et la prise de décision médicale? Ok, quels sont les défis de l'intelligence artificielle éthique et responsable dans le domaine des données concernant la confidentialité des données et c'était quoi encore la fin? La prédiction, c'est ça? Je C'est n'ai bien ça? pas- Oui, oui. D'accord, la prédiction. Ok. Euh, les, les, les dangers ou en tout cas ce qui pourrait être considéré comme un danger, par exemple, dans le cas que je viens de prendre, on veut prédire la rechute des patients atteints de, de diabète 15 jours après leur sortie de l'hôpital. Donc, si par exemple, on a des, des faux positifs, des faux positifs, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est ceux que l'IA a prédit qu'ils seront, en fait, qu'ils vont faire des rechutes, mais qu'ils n'ont pas fait de rechutes. Et il y a des, des faux négatifs. Donc, des faux négatifs, c'est quoi? C'est, en fait, euh, c'est-à-dire que l'IA a prédit qu'ils ne vont pas faire des rechutes, mais ils vont faire des rechutes. Donc, c'est plus ça, en fait, qu'on doit regarder. Donc, ce qui est assez critique, ce sont les faux négatifs. C'est en fait ça qu'il faut essayer de réduire. Donc ça, c'est par exemple dans le domaine de la prédiction. Si en tout cas, on veut utiliser ce modèle-là si on se fie à ce modèle-là, en fait, pour savoir si un patient va faire une rechute ou pas. Donc ce sont les faux négatifs qu'il faut vraiment surveiller et les réduire au minimum. Maintenant, concernant la confidentialité des données, déjà, quand on collecte les données, pour entraîner le modèle, il y a des données dont on n'a pas besoin. Par exemple, euh, le nom de la personne, bon, peut-être la ville où elle est née. Voilà. Donc, ce sont des informations déjà qu'on peut retirer avant d'entraîner le modèle. Parce que de toute façon, il ne va pas se baser sur ça. Mais on va garder les informations qui sont importantes. Son âge,
sa race, euh, le nombre de fois où il a été hospitalisé pour diabète, la dernière fois qu'il a été hospitalisé. Donc, ce sont des informations comme ça qu'on va utiliser pour entraîner l'IA. Mais tout ce qui permet d'identifier la personne de façon unique, on va les retirer avant d'entraîner notre modèle. Donc, ça déjà, c'est un premier moyen de garantir la confidentialité, mais également par la sécurité même de notre application. Parce que si on a votre date de naissance, si on a certains éléments sur vous, on peut faire des recoupements et puis vous identifier. Bon, pour le diabète même, ça va. Mais imaginez par exemple si c'est par exemple pour le sida, ou bien si c'est pour en tout cas des maladies où le statut sérologique du patient est sujet à discrimination dans la société. Vous voyez que ça, c'est grave. Donc, si on est arrivé à identifier la personne à partir de ces données-là, c'est encore grave. Donc, il faut vraiment miser sur la sécurité. Donc, voici les réponses que je peux fournir par rapport à la question du monsieur. Il demande encore dans quelle mesure les biais humains peuvent-ils être intégrés dans les algorithmes d'IA et comment on peut les atténuer. OK. Euh, dans quelle mesure les biais humains peuvent être intégrés dans les algorithmes d'IA et comment on peut les atténuer? Déjà, un exemple classique, hein, c'est le recrutement. Un exemple classique, c'est le recrutement. Par exemple, si on regarde même le métier de développeur, par exemple, on peut dire, OK, on prend des informations sur les développeurs pour pouvoir entraîner une IA. Et dans les données qu'on donne à l'IA, il y a le genre de la personne. Mais vous savez qu'il y a beaucoup plus de développeurs masculins que de développeurs féminins. Donc, si une IA va intégrer le genre pour pouvoir dire, OK, telle personne est, ou bien en tout cas pour pouvoir soit sélectionner, soit trier en fonction de celui qui est le plus à même de répondre aux qualifications du poste, il peut faire des discriminations basées sur le genre et dire que les développeurs masculins sont plus adaptés pour le poste que les développeuses. Vous voyez un peu. Donc ça, c'est un exemple classique de biais dans le recrutement. Donc voici pourquoi dans la collecte des données, ou en tout cas dans l'entraînement des données, dans l'entraînement plutôt du modèle d'IA dans certains domaines, on efface même certaines caractéristiques, comme la race, comme le genre, souvent même l'âge. Ce sont des choses qu'on enlève avant d'entraîner notre modèle afin qu'il ne soit pas influencé par ça. Donc ça, c'est un exemple classique de biais humain dans les IA. OK. La dernière question. Mhm. Bonsoir à tous. Merci à M. Ouedraogo pour la présentation. Quels sont les différents moyens qu'un data scientist peut utiliser pour collecter les données? Bonjour, sommeil d'André. Quels sont les différents moyens qu'un data scientist peut utiliser pour collecter les données? Exactement. Donc, d'accord. Pour collecter les données, il y a plusieurs moyens. Donc, il y a les formulaires. Donc, il y a le formulaire Google Form, Kobo Toolbox et tout ça. Donc, on peut soit mettre un formulaire en ligne et puis faire une communication pour que les gens puissent renseigner le formulaire et derrière, on collecte les données. On peut recruter des agents enquêteurs avec un formulaire, par exemple Kobo Toolbox, qui vont aller sur le terrain et collecter les données en fonction du type de données qu'on veut collecter, bien sûr. On peut collecter les données avec des capteurs, par exemple les données pluviométriques ou en tout cas des données climatiques. Donc, un agriculteur donc si par exemple nous, on veut développer des, des modèles qui soient capables de faire une prédiction en fonction des conditions climatiques, on va collecter ces données climatiques-là avec des capteurs. Donc là, il n'est pas question de formulaire. Ce sont les capteurs qui collectent ces données-là et les renvoient en temps réel dans une base de données. Et derrière, nous, on fait les différents traitements et on entraîne notre modèle. Donc, à chaud comme ça, ce sont les différents modes de collecte de données que je vois.
Bon, peut-être par la suite, à froid, d'autres peuvent me revenir. Je pense que c'était la dernière question. Y a-t-il d'autres D'accord. questions? Monsieur Amos Zongnaba, vous avez votre micro qui est actif. Ah, désolé. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que nous sommes Oui, à j'ai la... une question, s'il vous plaît. Allô? Oui, monsieur Amos, on vous écoute. D'accord. Merci. C'est vrai que j'ai pris de cours. Je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle dans le domaine de la fiscalité et des finances publiques. Waouh, ça, c'est une question assez, assez technique et, C'est une autre conférence. en tout cas, ça, c'est peut-être une autre conférence parce que je ne m'y connais pas, je me connais pas en fiscalité et vraiment, je veux pas dire de sottises. Je me connais vraiment pas en fiscalité. D'accord. Qu'est-ce Oui, qu'on peut proposer à... C'est Amos, non? Zongnaba, c'est oui. ça? Mm. Voilà, ce qu'on peut Oui, nous proposer, c'est de trouver un expert sur la question de la fiscalité qui va venir à faire une conférence bien spécifique et bien pointue sur ça. Sinon, voilà, on aura des trucs généraux sur la data, sur l'IA, mais on ne pourra pas toucher la fiscalité qui est assez, voilà, c'est un métier assez à part. Ça peut aller comme ça? oui, ça peut aller. Je dis ça parce que, bon, dans ce domaine, c'est quand même un peu particulier, quoi, parce que c'est un peu, je peux dire que c'est pratiquement la même chose que dans l'analyse des données. Alors, on a besoin aussi de savoir comment évolue le nombre de contribuables dans un pays, comment est-ce qu'on peut prélever les impôts, comment est-ce qu'on peut prédire, j'allais dire, leur comportement fiscal, C'est voilà, ça. sur la base de ce qui existe déjà. Donc, c'est peut-être ces éléments que je voulais comprendre, quoi. Ouais, on pourra en tout cas reparler de ça, mais si vous avez suivi peut-être que vous n'étiez pas là lors du lancement, c'est qu'au Bénin, c'était le ministre d'État d'ailleurs qui parlait, disait qu'ils ont pu augmenter le taux de recouvrement en utilisant des techniques d'IA. Donc, ça veut dire que bon, il y a sûrement des méthodes qu'on peut utiliser, mais les détails, vraiment, il va falloir collaborer avec voilà, les spécialistes de la fiscalité pour pouvoir répondre clairement à votre question. Donc, en plus, D'accord. n'hésitez pas, dans le groupe, on pourra échanger davantage et puis Mm. répondre. Moi, je connais Monsieur Amos, hein. Monsieur Amos, il est expert en fiscalité, donc je comprends sa question. Mais bon, Oh, voilà, mais comme moi, je ne m'y connais pas, donc c'est difficile de savoir ce que l'IA peut apporter à son domaine. ouais, Oui. super. Mm. D'accord. D'autres questions? Il y en a. Je peux, une seconde question avec votre permission, la modératrice. D'accord, on vous écoute. Ok, merci. J'ai cru comprendre que c'est à savoir créer une IA. Enfin, les, quand j'ai pris quand je vous ai pris en cours, je voyais que vous étiez en train de répondre à une question concernant cela. Donc, justement, je voudrais savoir à partir de, à partir de l'expérience que nous avons au niveau du Burkina, quelles sont les petites applications, j'allais dire, dans le domaine des finances publiques que vous me conseillez, ou des petites applications dans le domaine, bien sûr, de l'intelligence artificielle. Je sais pas si Amon peut-être a des informations sur de telles applications.
À mon niveau, je n'ai pas vraiment de notion ou en tout cas d'informations sur des applications appliquées à l'économie à l'échelle nationale ou à la fiscalité. Bon, à moi, a beaucoup d'expérience. Bon, peut-être que lui, il en a déjà vu. Amon, tu es là? Oui, désolé, plusieurs réunions. Les finances publiques, hein. Alors, en Mhm, général, mhm. euh, je vous ai donné tout de suite l'exemple de l'exemple du Bénin là, voilà, qui permet d'augmenter le taux de recouvrement, ou même de savoir quand est-ce qu'il faut aller demander, voilà, demander aux contribuables de faire le paiement. Parce que vous savez que un des problèmes au Burkina Faso, c'est que on met les taxes sur les gens, mais souvent, bon, les gens ne payent pas les taxes. Quel est le meilleur moment? Est-ce qu'il faut aller dans 3 ans? Donc, ce sont des choses qu'on peut prédire. Ça c'est ce que j'ai entendu. Maintenant, ce qui est possible, ce qui se fait généralement quand c'est les finances publiques, c'est qu'il y a des sessions de stratégie, disons, de brainstorming avec les agents des finances publiques pour détecter quels sont les problèmes concrets qu'ils ont. OK? Et en fonction des problèmes qu'ils ont, on peut en fait faire des propositions bien plus claires. Ce sont des choses, parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions adressées au gouvernement ou disons à l'administration pour l'instant, en tout cas. Mais il y a des agences qui sont prêtes à écouter les experts de l'IA et à voir en fait comment les solutions qu'eux ils proposent, les problèmes qu'eux ils ont peuvent être résolus. Donc, je pense que dans le cas que vous êtes en fait les finances publiques, je pense que vous avez plus besoin disons, d'une consultation que d'une solution bien spécifique. Vous voyez? Donc, ça, c'est ce que je peux dire de façon directe comme ça. Voilà. Je sais pas si tu as, monsieur, à moi, je sais pas si ça va, si ça répond à votre, un tout petit peu à votre, parce que je sais que ça nécessite beaucoup plus de réponses, mais est-ce que ça va? D'accord. Merci. Déjà, je peux m'en contenter en attendant que... Voilà, en attendant la grande conférence sur l'IA et la fiscalité. Merci. C'est gentil, Ok. merci. On voit qu'une dernière question dans le chat de HP. Est-ce que l'IA responsable, on ne devrait pas songer aussi au fait que l'IA, avec les années, ne nous fasse perdre notre job? Ça, c'est la question que la plupart d'entre nous se posent, hein. Est-ce que l'IA ne va pas venir prendre notre métier? On a vu avec, c'était Kevin, non, mais c'était quoi encore là? En tout cas, il y a une IA qui est capable aujourd'hui de développer des applications, euh, je veux dire quoi, en fait, à partir simplement de, 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 de description. Je pense que c'est Kevin AI, ou en tout cas, c'est un truc comme ça, je sais plus. Non, Devin, Devin AI. Donc, c'est pour dire aujourd'hui que aucun métier n'est épargné par ça. Avant, on pensait que c'était les métiers un peu routiniers, bon, peut-être comme la comptabilité ou bien en tout cas peut-être les secrétaires qui allaient rapidement être dépassés par l'IA. Mais aujourd'hui, même les développeurs. Donc, c'est une question à laquelle moi, je n'ai pas de réponse. Je sais que l'IA va remplacer beaucoup de métiers, ça c'est indéniable, mais je pense aussi que l'IA va en créer de nouveaux. Donc, va créer on va dire de nouvelles formes de métiers. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se targuent être prompt engineer. Ça veut dire que eux, ils sont experts à comment poser des questions à une intelligence artificielle. Eux, c'est ça leur métier aujourd'hui. Je suppose que ces personnes-là ont dû sûrement faire une reconversion. Donc, pour moi, en tout cas, je pense qu'il y aura beaucoup de reconversion à faire. Donc, l'IA ne va pas prendre tous les métiers. Elle va sûrement en prendre beaucoup, mais elle va en créer de nouveaux.
Et il nous appartient à nous maintenant de nous former, de nous mettre à jour, parce que l'IA va trop vite. Donc, celui qui va, euh, bon, l'IA court même en fait aujourd'hui. Donc, celui qui va ramper, ben, forcément, il va se faire dépasser par l'IA. Bon, je sollicite une intervention de Amon, s'il est disponible, pour compléter un peu ma réponse. Bon, apparemment, il est un peu pris. Donc, Ouais, rapidement. hmm. Donc, oui, je pense que tu as bien répondu. Juste ajouter qu'il y a une conférence sur l'avenir du travail avec l'IA le 26 avril à 19h. Et je pense que c'est moi, je dois même animer cette conférence. Donc, si vous êtes intéressé, on peut se retrouver là-bas et voilà, on pourra discuter. Et notez que déjà, Alban Ouedraogo et moi, on a eu du boulot par l'IA, hein. Donc, ça a déjà créé du boulot. Donc, il y a quelques années, il n'y avait pas ingénieur IA, ingénieur data, des trucs comme ça. Voilà, maintenant, il y en a. Donc, ça veut dire qu'il y a de nouvelles créations. Et puis, il y a effectivement des gens qui vont se reconvertir. Il y a Amos qui va, peut-être que dans les années à venir, il va utiliser l'IA pour être un super fiscaliste. Donc, je pense que voilà, ce sera comme ça. Mais on aura l'occasion d'en parler. Et peut-être pour vous donner un petit gist pour la conférence qui vient, je dirais que sûrement ceux qui font les petits boulots ont plus de chances de conserver leur emploi. Et des boulots comme ça, même Oui. les, les musiciens, eux, ils auront beaucoup de chances de conserver s'ils ont beaucoup de créativité. Les entrepreneurs, les enseignants sont des gens qui pourront facilement conserver leur emploi. Mais des gens qui réfléchissent et qui font des trucs assez calculs, et ça sera assez compliqué pour eux. Et pour compléter avec Devin, j'ai vu même une application de Vercel où tu mets juste, en fait, tu décris un site web et puis ça te fait sortir le site web carrément, quoi. Donc, les développeurs web sont les premiers menacés par ce genre de trucs-là. Donc, si vous êtes développeur web, vous devez apprendre à gérer une équipe plutôt qu'à... Donc, il y a vraiment des reconversions et on va en parler le 26 avril. Voilà. D'accord. Merci à vous. Je pense qu'il n'y a plus d'autres questions parce que le chat est vide et je ne vois pas de mail levé. Y a-t-il d'autres questions? Ok. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. C'est vrai, je viens de prendre le train en marche. Moi, c'est Amadou Bonkongo. Je suis un agent de banque. Je tenais d'abord à féliciter les conférenciers, Alban et aussi Amos pour la qualité de la communication. Voilà. Maintenant, la question que je voulais poser, c'était déjà de voir est-ce que, de par leur expérience dans le domaine bancaire, est-ce qu'il y a déjà des applications, l'utilisation de l'IA dans le domaine bancaire aujourd'hui? Voilà. Est-ce que, bon, l'IA, en fait, est utilisée, en fait, dans le secteur bancaire aujourd'hui? Merci. Merci beaucoup pour la question, Amadou. Quelles sont les applications de l'IA dans le domaine de la banque? Je peux dire il y a beaucoup d'applications dans le domaine de la banque. Je suis dans le domaine de la banque, donc c'est un rayon que je connais un peu bien. Déjà, en fait, ce qu'on peut faire avec l'IA dans la banque, on peut prédire les fermetures de comptes. Parce que vous savez que les banques dépensent beaucoup d'argent pour pouvoir recruter de nouveaux clients et Oui, que, et que dans le domaine commercial, on dit qu'il est moins coûteux de fidéliser un client plutôt que de recruter un nouveau client. Donc, si on sait prédire que tel compte
sera fermé dans 3 mois et qu'on nous donne la raison et que l'IA justement donne la raison euh, de la probable fermeture de compte, on peut anticiper et prendre des actions pour fidéliser le client et empêcher la fermeture de ce compte. Donc, ça se base peut-être sur euh, les réclamations que le client a faites, ça se base sur le volume d'opérations, voir si ça a baissé, voir en tout cas le fonctionnement du compte et prédit est-ce que telle ou telle opération et tel ou tel client risque de fermer son compte. L'autre application de l'IA, c'est le scoring. Donc, pour pouvoir prêter de l'argent à un client, on peut développer un modèle d'intelligence artificielle qui sera capable de dire est-ce que ce client-là est solvable ou pas. Donc, si on prête euh, à ce client à tel montant, quelle est la probabilité que le client ne rembourse pas? Donc, ça, c'est le scoring. Ben, également, ce qu'on peut faire aussi, c'est la détection des opérations frauduleuses. Parce que vous savez, aujourd'hui, avec les systèmes de contrôle, les banques sont beaucoup contrôlées par, bon, je sais qu'ici, c'est la CENTIF qui contrôle en tout cas les opérations de banque pour voir est-ce qu'il n'y a pas des opérations qui, ne- qui sont contraires au dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et une IA qui sera capable de déceler ces opérations-là sur la base de l'antériorité du compte, sur la base de plusieurs éléments, et puis dire si oui ou pas, on doit laisser passer telle ou telle opération. Il y a également les chatbots, parce que la banque aussi fait du conseil. On a des conseillers qui sont chargés de conseiller les clients par rapport au fonctionnement du compte, les nouveaux produits et tout ça. Donc, on peut entraîner une IA qui va faire office de conseiller où en fait le client, à travers une application mobile, sera capable de discuter avec cet agent conversationnel-là et pouvoir avoir toutes les informations sans se déplacer. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez parler à un agent de la banque, il faut vous déplacer parce qu'au téléphone, c'est pas souvent évident. Donc, voici quelques applications en fait dans le domaine bancaire qu'on peut mettre en place. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Merci. D'accord, je pense que c'était la dernière question. Donc, merci à Monsieur Ouedraogo pour ce moment de partage. Merci à tous les participants et participantes. On se donne rendez-vous demain pour d'autres aventures. J'aimerais vous demander quelque chose, mais bon. Je voudrais vous demander d'inviter les filles, bon, autour de vous, les femmes que vous connaissez, pour qu'elles puissent suivre les conférences, parce que je vois que depuis ce matin, je vois qu'on n'a que deux, c'est trop, c'est trois filles, plus moi, quatre. Du coup, bon, c'est compliqué, quoi. Donc, je vais vous demander d'inviter les filles qui sont autour de vous à suivre les conférences de la semaine, tout au long de la semaine, même si elles ne sont pas passionnées de l'intelligence artificielle. C'est sûr qu'après avoir suivi ce genre de choses, elles seront passionnées de l'intelligence artificielle. Merci et bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée.